Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Ce sujet est très important. Perdre du poids n'est pas qu'une question de volonté ou de maîtrise ou même de certaines maladies. Nos émotions contrôlent notre poids aussi, nos blessures d'enfance. Aujourd'hui, je reçois Madame Hakima Moumen, diététicienne et nutrithérapeute. Elle accompagne les personnes qui veulent maigrir sans frustration tout en gérant leurs émotions. On revient juste après la pause. Madame Hakima Moumen, bonjour. Bonjour Madame Manel. Ça va, vous allez bien? Ça va, très bien, et vous? Ça va, très bien. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos SMS, vos avis au 0488 106 800. 0488 106 800. Madame Hakima Moumen, vous êtes nutritionniste et nutrithérapeute. Vous accompagnez les personnes qui veulent maigrir sans frustration et vous les aidez aussi à gérer leurs émotions. Exactement. D'accord. C'est ça, diététicienne, nutrithérapeute. Parfait. Pour être exact. Nutritionniste, diététicienne, ça on sait ce que ça veut dire, mais nutrithérapeute, qu'est-ce que c'est? Alors la nutrithérapie, c'est qu'on va utiliser l'alimentation et les micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, pour améliorer la santé de la personne, aussi en prévention. Et alors, également, dans le cas de troubles, donc dans le cas de maladies, on va utiliser l'alimentation pour améliorer les symptômes de la maladie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a, par exemple, la fibromyalgie, je ne sais pas si vous connaissez. La fibromyalgie, j'ai une idée, c'est une sorte de douleur chronique, c'est ça? C'est ça, d'accord. Oui, avec de la fatigue. Et donc, grâce à l'alimentation et aux micronutriments, donc aux vitamines, aux minéraux, on va pouvoir améliorer les symptômes de la maladie. Donc la personne va ressentir moins de symptômes dus à sa maladie grâce à l'alimentation. Parfait. Donc ça, c'est un des exemples. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on va parler de libération émotionnelle. C'est bien ça? Oui. D'accord. Pour comprendre le lien entre la perte de poids et les émotions, quels sont les paramètres qui influencent sur la perte de poids? J'ai envie de perdre du poids, je dois comprendre tous ces paramètres qui vont influencer ma démarche de perte de poids. Alors, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que la perte de poids, souvent, c'est un objectif. Donc, c'est-à-dire quand les personnes viennent me voir au cabinet, ils disent, voilà, moi, je veux perdre du poids. OK. Maintenant, la perte de poids, c'est un symptôme. C'est-à-dire quand on perd du poids et qu'on atteint l'objectif, on a réglé le symptôme. Mais on n'a pas réglé ce qu'il y avait derrière. C'est comme si, par exemple, vous avez la migraine, vous allez prendre du Dafalgan. Vous n'allez pas régler l'origine du problème. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que 95% des personnes qui font des régimes restrictifs, parce que finalement, il suffit simplement, si on devait suivre ce qu'on nous dit, oui. Enfin, ce qu'on peut voir même sur les réseaux sociaux, c'est de simplement diminuer son apport calorique et on maigrit. Donc si on prend l'être humain en se disant voilà, c'est comme une machine, on lui diminue ses calories et la personne perd du poids. Donc ça, c'est la logique. Maintenant, les études montrent que 95% des personnes qui ont fait un régime et qui ont perdu du poids reprennent tous les kilos perdus dans les 5 ans. Dans les 5 ans? Dans les 5 ans. D'accord. Dans les 2 ans, c'est 75% des personnes qui ont repris les kilos perdus. C'est énorme. Il faut savoir que les régimes sont maintenant un des facteurs de risque de l'obésité. Le mot régime, déjà, est assez, on va dire, mal perçu par notre cerveau. Oui. C'est déjà un terme assez négatif parce que la personne va être dans une frustration. Restriction est égale frustration. Exactement. Au plus on va être plus on va être frustré, au plus on va désirer la chose. Et on va parler justement de l'alimentation émotionnelle parce que finalement, moi je l'ai vu aussi dans ma pratique. Au départ, j'étais diététicienne, donc j'ai fait des études de diététique. Oui. Donc ça, c'est grâce à l'alimentation. Notamment, ça sert à promouvoir la santé, à améliorer la santé, à utiliser certains régimes en fonction des pathologies. Par exemple, quelqu'un qui a la dialyse, on va lui donner un régime particulier, d'accord? Et je me suis rendu compte, en fait, tout au long de mon expérience, et sur moi-même aussi, parce que j'ai eu aussi des problèmes de poids, c'est que finalement, c'était pas suffisant. Le fait de régler cet apport, d'équilibrer cet apport calorique, c'était pas suffisant parce que
il y a tout l'aspect émotionnel. Exactement. Il y a l'aspect émotionnel, il y a le sexe, si on est une femme ou un homme, ça dépend aussi de la masse musculaire, l'âge, notre activité journalière, l'IMC, Madame Hakima Moumen, l'indice de masse corporelle. Comment se baser sur... En fait, je vais expliquer déjà ce que c'est l'indice de masse corporelle, c'est le rapport poids-taille, d'accord ? Je peux peser, par exemple, 70 kilos pour, par exemple, 1m80, la même personne, la même chose. Elle va avoir plus de graisse, moi, plus de muscles. Oui. D'accord. Comment se fixer un objectif de perte de poids avec un IMC différent? Alors là, c'est vraiment propre à chacun. D'accord. C'est vraiment propre à l'évolution de chacun. Quelqu'un qui vient avec un IMC de 35... Donc 35, il faut savoir que c'est l'obésité. Donc à partir de 30, on est dans l'obésité. Quelqu'un qui a une obésité depuis plusieurs années et qui est à 35, il va pas se fixer un objectif d'arriver à 20. Non, c'est vraiment propre à chacun. Et ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est se comparer à soi-même et pas se comparer aux autres. Très important. C'est très très important de se dire, ok, d'où je viens ? Je viens d'un BMI, donc d'un IMC de 35. Je suis arrivée à 34, à 33, 32, mais c'est magnifique. Déjà tout le chemin que j'ai parcouru. Et c'est ça qui est aussi finalement difficile, même avec les réseaux sociaux, c'est de se comparer, de voir des fit girls très 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 bien formées, sans cellulite, parfaites. Bien photoshopées, on va dire. Ça peut être motivant, mais ça peut être aussi démoralisant. Exactement. On va pas se mentir. On cherche la perfection. Oui. Voilà. Madame Hakima, qu'est-ce que c'est les kilos émotionnels? On va vraiment simplifier les choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les kilos émotionnels, qu'est-ce que c'est? C'est quand... alors, déjà, avant de parler des kilos émotionnels, c'est qu'il faut savoir que c'est relié, évidemment, à ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'alimentation émotionnelle? C'est quand on ressent une émotion, d'accord? Que ce soit une émotion de joie ou de tristesse, et qu'on va utiliser l'alimentation pour venir réguler notre émotion. Je vous donne un exemple. Voilà, vous êtes triste et vous avez envie de prendre du gâteau au chocolat pour vous réconforter. D'accord, ça va être un réconfort pour vous. Ou alors vous êtes dans un état de bien-être. Par exemple, vous êtes maman, vous avez mis les enfants au lit. Il est 21h, vous êtes tranquille, vous êtes dans un état de bien-être, de relaxation, et là vous allez prendre je donne l'exemple du gâteau au chocolat parce que j'aime bien le gâteau au chocolat, moi aussi. J'aime le chocolat et c'est pas un problème. Et donc vous allez être dans une sensation de bien-être et vous allez prendre ce gâteau en chocolat, pas en réconfort, mais pour augmenter encore plus votre niveau de bien-être. Donc les émotions, c'est dans les deux sens. Ça peut être dans les émotions, augmenter le niveau de bien-être, ou alors se réconforter grâce à l'alimentation. Chercher du réconfort dans l'alimentation. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un problème. Ça, en soi, c'est pas un problème. L'alimentation émotionnelle, en soi, n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains. D'accord ? Et nous vivons d'émotions. Et heureusement. Parce que le terme émotion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être en mouvement. D'accord ? Si on ne ressentait pas d'émotion, en fait, Manel, on serait des robots, on serait des machines. Donc c'est tout à fait normal, ça c'est important de le dire, c'est tout à fait normal d'avoir des envies émotionnelles de manière à venir réguler une émotion. D'accord ? Soit augmenter le bien-être, soit se réconforter grâce à l'alimentation. Alors là où ça va poser problème, Manel, c'est quand la personne... et surtout les personnes qui ont fait beaucoup de régimes vont entrer dans un cercle de honte, vicieux, de honte et de culpabilité. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont utiliser cet aliment pour se réconforter, par exemple. Ils ont été stressés de la journée, hop, ils disent allez, je me prends un bon petit café avec ma petite pâtisserie, ça va me faire du bien. Le souci, par exemple, des régimes que la personne a peut-être suivis durant des années, c'est qu'on lui a toujours dit, le gâteau au chocolat, c'est pas bon. Tu vas grossir. Attention. Et donc, quand elle va manger son gâteau au chocolat, elle va le manger d'abord pour être bien,
Et puis après, elle va être dans un sentiment de honte, de culpabilité. Elle va culpabiliser et se dire j'aurais peut-être pas dû. C'est pas bon. Regarde, tu vaux rien. T'avais dit que t'allais faire attention. T'avais dit que t'allais te reprendre en main et que c'était bon. C'était parti quoi. T'étais motivée à perdre du poids et regarde ce que t'es en train de faire. Là la personne se dévalorise et là le cercle vicieux commence. Parce que au final, cette alimentation émotionnelle, son but, c'était de réconforter. Mais là, ça ne réconforte pas. Parce que la personne commence à culpabiliser et à être dans un sentiment on va dire, désagréable. Qui dit sentiment désagréable, dit à ce moment-là que la personne va manger davantage. Et c'est là que ça pose problème. D'accord. Madame Hakima Moumen, on va se retrouver juste après la pause. J'ai une question liée au stockage des graisses. Ah, avec plaisir. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve en direct d'Arabelle, notre rendez-vous quotidien 100% good vibes. Good vibes. 9-10 heures. Aujourd'hui, je reçois Madame Hakima Moumen, diététicienne et nutrithérapeute. On est en train de parler des kilos émotionnels et aussi on va parler des blessures de l'enfance. Madame Hakima Moumen nous a expliqué ce que c'est les kilos émotionnels. Madame Hakima Moumen, ma question par rapport au stockage de graisse. Est-ce que les émotions peuvent entraîner un stockage de graisse alors que mon alimentation n'a pas changé? Alors, quand on parle d'émotions, on peut parler aussi du phénomène qui est un phénomène physiologique, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, c'est le stress. Le stress. Alors, le stress peut influencer effectivement le stockage des graisses. D'accord. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions au 0488 106 800. 0488 106 800. Je vais relire vos SMS dans quelques instants. Madame Hakima Moumen, certaines personnes peuvent manger plus ou perdre l'appétit avec le stress ou les angoisses. Comment le stress agit sur l'appétit ? Alors, il y a deux cas de figure. D'abord, il faut savoir que le stress, on peut avoir le stress qui est le stress aigu, c'est-à-dire que c'est un stress qu'on va subir. Par exemple, on va donner un exemple concret, Manel. D'accord. Je viens à la radio, je suis un peu stressée. Voilà, c'est normal. On a un petit peu de stress, on est en direct. Là, ça va me couper l'appétit. Ça va être un stress ponctuel, un stress aigu. Ou alors, un exemple un peu plus dramatique, un accident de voiture, vous êtes en stress aigu. Là, à ce moment-là, ça va vous couper l'appétit. D'accord ? Maintenant, le stress chronique, c'est ce qu'on subit de manière quotidienne. Ce stress-là, par contre, dans 70% des cas, il va augmenter l'appétit. Donc, on a 30% de la population pour qui le stress chronique, parce qu'il y a des gens qui sont stressés tout le temps. Alors que j'ai cette idée contraire, c'est plutôt le stress aigu m'aide à brûler les calories. C'est ça, c'est-à-dire que le stress aigu, là, dans la majorité des cas, on ne mange pas. Ah, on ne mange pas. D'accord, ça coupe l'appétit. Vous avez un accident de voiture, ça coupe l'appétit. Ok ? D'accord. On a des productions d'hormones qui vont faire que ça coupe l'appétit. Maintenant, dans le cas du stress chronique, donc le stress chronique, qu'est-ce que c'est ? C'est le stress qu'on subit de manière quotidienne. Le boulot, le stress de la vie de tous les jours, les deadlines à respecter. Et là, à ce moment-là, dans 70% des cas, donc 70% de la population qui est stressée va manger plus. Et 30% des autres qui sont aussi dans un stress chronique, pour eux, ça va leur couper l'appétit. Est-ce que ça a un lien avec la graisse localisée au niveau de l'abdomen ? Exactement. Alors, quand on est stressé de manière chronique et qu'on est dans les 70%, il va y avoir une production donc élevée de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce cortisol, il faut savoir que c'est une hormone qui va, de un, diminuer votre métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous aviez l'habitude de manger certains aliments et que vous continuez à manger de la même manière et que vous êtes très stressé, votre métabolisme, en fait, il va moins brûler de graisse. Et donc, on prend plus facilement du poids. Et en plus de ça, quand on est stressé, donc ce cortisol va faire que vous allez avoir envie de manger du gras et du sucré. Donc, ça donne cet attrait pour le gras et le sucré aussi. D'accord. Manger pour
étouffer une émotion. C'est quoi l'origine de ce réflexe? Alors, manger, déjà, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui est humain à la base. Donc, le fait de vouloir réguler ses émotions grâce à l'alimentation, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la manière dont on va manger l'aliment. C'est la manière dont on va se sentir après avoir mangé cet aliment. Ce sentiment de honte, de culpabilité, qui va faire, moi j'utilise souvent la phrase « le foutu pour foutu ». C'est-à-dire, voilà, je mange le paquet entier de chocolat ou de la boîte de pralines au chocolat, je mange la moitié ou quasiment toute la boîte. Et donc là, à ce moment-là, c'est là que la personne va prendre du poids. Pourquoi ? Parce que cet aliment réconfort ne va pas venir apporter finalement ce réconfort. D'accord ? Alors ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, on en parlera par la suite. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font des dénis de leur émotion et qui ne reconnaissent pas et qui ne ressentent pas l'émotion. Ils vont faire un déni. Et ça aussi, c'est très important de travailler là-dessus et de se dire, ok, on ressent des émotions. L'émotion de la peur, l'émotion de la honte, de la joie. Bon, ça, ce sont les émotions agréables, mais les émotions de colère. Donc, toutes ces émotions-là, finalement, c'est normal. Et donc, il y a aussi un apprentissage de reconnaître quelles sont les émotions qu'on est en train de vivre, de les accepter, de les accueillir, et puis ensuite, on va utiliser des techniques de manière à transformer ces émotions pour ne pas aller combler cela par de la nourriture, par exemple. D'accord. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment j'arrive à l'âge adulte à avoir ce réflexe-là. Je me dis peut-être, corrigez-moi, alors, quand j'étais bébé ou enfant, à la moindre frustration ou contrariété, ma maman me donnait peut-être un bonbon ou un aliment. Elle me consolait toujours avec un aliment. Est-ce que ça peut être dû aussi à ça ? Oui, exactement. Très très bonne réflexion, c'est-à-dire qu'on fait aussi des associations, ce qu'on appelle des associations neurologiques. Donc on va associer le fait, par exemple, d'être récompensé par un bonbon. Donc bonbon égale récompense ou bonbon égale bien-être. Ou alors imaginons que vous ayez vécu un moment de joie et d'enthousiasme, de bien-être étant petite et que c'était lors d'un repas de famille et qu'il y avait, je sais pas moi, telle tarte à la pomme. Et donc la tarte à la pomme va vous faire penser à un état, va vous faire ressentir inconsciemment cet état de bien-être. Donc oui, effectivement, ça joue. Bien sûr. D'accord. Ici, on a envie de donner des conseils pratiques aux parents. Après, on va parler de comment gérer ses émotions. Mais si je vous demande des conseils pour les parents, comment se comporter avec un enfant pour éviter la prise de kilos émotionnels? Alors, première chose, c'est qu'on va jamais culpabiliser un enfant. Donc même un enfant qui commence à prendre du poids. Moi, j'ai ma petite fille qui a 10 ans et j'ai vu qu'elle commençait à prendre un petit peu de poids. Bon, évidemment, en tant que maman, on s'inquiète un peu. Oui. Et là, je me dis, non, je ne vais rien lui dire. Je ne vais pas lui dire, attention, tu prends du poids. Attention, fais attention à ce que tu manges. Attention. Non. Parce que, au plus, on va culpabiliser l'enfant. C'est ce qui est courant, Madame Woman. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'intention du parent, elle n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que le parent, il a peur pour son enfant. Le problème, c'est que la peur, souvent, elle engendre des comportements qui ne sont pas très adéquats. Et donc, cette peur-là, on se dit, je vais dire à mon enfant de ne pas manger, attention, parce qu'on a peur qu'il prenne du poids et qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir sur sa santé mentale et physique, finalement. Mais donc, c'est une grosse erreur à ne pas faire, c'est de ne pas culpabiliser l'enfant, de plutôt lui dire, ok, moi, ce que je dis, par exemple, à ma fille, c'est de dire, tu peux manger ce que tu veux. Bon, évidemment, j'essaie de ne pas acheter n'importe quoi non plus. Voilà. Mais je veux dire, tu peux manger donner l'exemple, peut-être. Voilà, aussi, bien sûr. Donner l'exemple, ça, c'est la base. Oui. Et donc, dire à l'enfant, écoute, ok, mange ce que tu veux. Lui apprendre, évidemment, à manger en conscience. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tiens, tel aliment va t'aider à avoir une meilleure vue, tel aliment va t'aider à avoir de plus beaux cheveux, tel aliment va te permettre d'être plus intelligente. Donc ça, on peut aider l'enfant de cette manière-là. D'accord ? Et on peut lui dire aussi, prends le temps de manger. Ça, on verra ensuite dans les conseils qu'on va donner même aux adultes. C'est finalement de prendre son temps. Parce qu'au plus on va contrôler l'enfant, au plus on va
inhiber ses sensations alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on est conçus tous, d'accord, pour ne pas prendre du poids. Ce qui fait qu'on prend du poids, c'est que la plupart du temps, il faut savoir que les personnes que je reçois au cabinet, la plupart du temps, quand je leur dis comment est-ce que vous ressentez la faim, il y a des personnes qui me disent je la ressens pas, en fait je mange, c'est tout, parce que c'est l'heure, ou parce que je suis habituée à manger à cette heure-là, ou parce qu'on m'a dit que c'était bien de prendre une collation. Et donc, on va chez l'enfant, si on contrôle, finalement l'enfant va oublier ses propres sensations alimentaires. Donc, pour parler de conseils pratiques, Madame Women, c'est donc vous êtes plutôt pour privilégier les repas à table, oui, prendre le temps de manger. Exactement. Et ces enfants qui jouent avec les aliments, apparemment, c'est sain aussi de jouer avec les aliments. Laisser l'enfant jouer avec les aliments, prendre son temps. Prendre son temps, oui. D'accord. La télévision. Manger en regardant la télévision. Non. Bonne ou mauvaise? Non. Mauvaise idée. Donc, il faut savoir que quand on mange devant la télévision, ça augmente environ de 15% nos apports caloriques. D'accord. Parce que on n'est pas concentré. On n'est pas concentré sur ce que l'on fait, et donc on va manger de manière inconsciente. Et ça augmente l'apport. Parfait. Diversifier aussi peut-être les sources de plaisir pour l'enfant et ne pas toujours le récompenser avec des aliments. Jamais même. Jamais même, carrément. Jamais. Donc c'est-à-dire il ne faut surtout pas associer, comme je disais là tout à l'heure, un aliment à une source de bien-être ou à une récompense. Ou alors, dans le sens contraire, à une punition. Tu es privé de dessert, par exemple. Non. Jamais de la vie, il ne faut pas faire ça. Très important. Oui. Madame Hakima, qu'est-ce que vous en pensez des régimes restrictifs? J'ai compris que j'ai par exemple, des kilos émotionnels, et au lieu de faire un rééquilibrage alimentaire, je suis trop stricte au niveau régime. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors déjà, même au niveau du terme rééquilibrage alimentaire, c'est important de prendre ça dans sa globalité. C'est-à-dire que le rééquilibrage alimentaire, parfois c'est un autre mot pour dire je suis au régime. Ah, d'accord. Parce que à partir du moment où on est en restriction et qu'on est dans la frustration, on va augmenter le désir. Et il faut savoir que quand on augmente le désir, on augmente le taux de dopamine. Et la dopamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente parce que le désir, elle augmente. Donc on lutte, on se dit non, je suis dans le contrôle, je fais attention, là c'est bon, c'est la bonne, j'arrête de manger des aliments qui me font grossir. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans la lutte, on est dans le contrôle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'on va produire, comme je l'ai dit, la dopamine qui, elle, augmente le désir. Et on continue, on lutte. Alors cette lutte, il faut savoir qu'elle peut se faire de deux manières. Soit on lutte dans la restriction pure, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de cet aliment-là, et puis on finit, moi je reçois souvent des personnes qui me disent « j'ai craqué ». Oui. J'ai déconné, j'ai craqué. J'étais motivée, oui. J'étais motivée et j'ai craqué. Alors le craquage, c'est justement parce qu'on est dans la lutte, parce qu'on est dans le contrôle permanent. Et là, à ce moment-là, on craque. Parce qu'il y a eu justement cette augmentation de dopamine, et cette dopamine, elle augmente le désir. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Cette dopamine, elle fait qu'on a envie encore plus de manger cet aliment-là. Il faut savoir que au plus on va se frustrer, au plus on va s'interdire la chose, au plus on va la désirer. Donc ça, c'est très important aussi, même dans le terme je disais restriction, c'est un lapsus ça, de rééquilibrage alimentaire. Là aussi, il faut bien faire attention à cela. J'ai reçu un SMS tout gentil de Manuel. Bonjour mesdames, très belle émission avec de bons conseils comme d'habitude. Merci Manuel. Merci. Alors Madame Hakima Women, on a parlé du côté réflexe, émotion, mais il y a aussi quelque chose, c'est important de le signaler sans aller vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est autre chose. C'est les blessures de l'enfance. Il y a un livre connu de Lise Bourbeau, c'est une Canadienne qui a fait 25 ans de recherche, et elle a défini 5 blessures, et parmi ces 5 blessures, il y a la blessure de l'humiliation. C'est quand on humilie son enfant, ou alors on l'atteint dans sa fierté ou sa dignité, alors il développe cette blessure de l'humiliation qui
qui influence aussi la prise de poids. Oui, exactement. D'accord. Dites-moi, comment cette blessure peut me pousser à aller manger plus? Ok. Alors, avant de développer cette question, il faut savoir qu'au niveau émotionnel, d'accord, les deux situations émotionnelles dans lesquelles les personnes se réconfortent avec l'alimentation, est-ce que vous savez, ce sont lesquelles? Les deux vraiment moments où la personne va utiliser l'alimentation pour réguler ses émotions. Est-ce que, à votre avis? Aucune idée. Alors, les deux, on aurait pu dire la culpabilité, la frustration. Il faut savoir que ces deux émotions, ou ces deux situations, on va dire, c'est la fatigue et l'ennui. C'est-à-dire que la majorité des gens, c'est ça, la fatigue et l'ennui qui font que la personne va utiliser l'alimentation pour réguler ses émotions. Et puis effectivement, il y a des personnes, ça arrive, il y a une catégorie de personnes où il y a des traumas plus importants, d'accord? Et là, ça nécessite aussi une aide psychologique. Et effectivement, la blessure de l'humiliation, donc c'est une blessure chez l'enfant qui apparaît entre 1 et 3 ans, d'accord? Qui a été transmise finalement par un des parents, d'accord? Et là, à ce moment-là, cette personne-là qui a subi cette blessure de l'humiliation va éprouver de la honte en se faisant plaisir. Voilà. En faisant plaisir à ses sens, elle va éprouver de la honte et de la culpabilité. Et donc, l'alimentation, c'est une forme de plaisir. Exactement. Donc, on a compris le mécanisme pour ne pas... On va peut-être conseiller le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est le livre de Lise Bourbeau pour ceux qui ont envie de comprendre comment la blessure de l'humiliation influence la prise de poids. On va se retrouver juste après la pause, Madame Moumen. Ma question serait comment apprendre à contrôler ou alors avoir le contrôle sur mes kilos émotionnels. On se retrouve juste après la pause. Amri Diab, Amakin Sahar, avec mon invité du jour, Madame Hakima Moumen. On parlait des kilos émotionnels. Madame Hakima Moumen, je me rends compte en écoutant cette émission que j'ai des kilos émotionnels. Qu'est-ce que je dois faire? Comment me faire aider? Consulter un psy, un nutritionniste, nutrithérapeute? Qu'est-ce que je dois faire? Alors oui, si vous ressentez que vous avez un mal-être profond, que vous ressentez que ça peut être lié, maintenant c'est vrai qu'en général on l'identifie pas directement, mais vous ressentez un mal-être profond, vous pouvez aller consulter donc un psychologue ou un psychiatre, mais renseignez-vous sur ses méthodes, sur sa manière de faire, sur sa vision par rapport au bien-être et à la perte de poids, histoire de ne pas aller chez un thérapeute qui vous prescrive immédiatement des médapmédicaments. Donc vous parfois êtes pour ou contre la prise des médicaments? Écoutez, ça peut être utile dans certains cas, mais dans la majorité des cas. Après, je suis pas médecin, mais je pense que le mindset, le mental, est étroitement lié à notre état physique. Donc, en changeant notre mindset, on peut changer notre état physique et améliorer notre santé. Donc oui, renseignez-vous par rapport à l'approche de cette personne, par rapport à sa vision de la perte de poids et du bien-être, très important. Je viens chez vous, Madame Hakima Moumen, vous êtes nutrithérapeute. Comment vous allez me prendre en main? Alors, je suis nutrithérapeute et je me suis spécialisée aussi dans la gestion des émotions. Je vais d'abord analyser votre situation, parce que vous êtes une personne à part entière. Donc, vous venez, ok, vous voulez perdre du poids, mais il y a toute une situation autour. Vous avez une vie, d'accord? Exactement. Et donc, d'abord, je vous écoute et je vois un petit peu quelle est la problématique, qu'est-ce que vous ressentez, comment ça se passe par rapport à l'alimentation, et je vous dis... aller chercher un peu le passé de la personne aussi. Parfois, oui. Souvent, je demande dans quelle situation elle vit, comment ça se passe, est-ce qu'elle est mariée, la relation divorcée, avec les parents, avec la nourriture. La relation avec les parents, la relation avec les enfants, comment ça se passe au quotidien, et de voir un petit peu d'où vient le problème. Et à partir c'est quand on voit la source du problème qu'on va pouvoir
régler le problème. Madame Hakima Moumen, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain sur Arabelle, 9h. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.